Cherchez l'erreur. De 17 à 18h, Isaac Franco, Gérard Grosjean. Eh bien, bonsoir, chers amis. Bonsoir, Isaac. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, tous nos amis auditeurs de Radio Judaïque à Bruxelles. C'est notre dernière émission de la saison. Nous allons essayer de la rendre peut-être un peu plus gaie que d'habitude, avec quelques bonnes nouvelles, si nous en trouvons. Mais je crois que nous allons peut-être commencer ce soir avec les discussions, les négociations entre le 5+1 ou 3+3, comme certains l'appellent, et l'Iran sur le problème du nucléaire militaire iranien. Et je crois que le deadline qui a été fixé aux derniers accords de Lausanne était fixé au 20 février, au 30 février. Excusez-moi. 31 mars. C'était le 31 mars pour l'accord cadre qui a été signé le 2 avril. Et prolongé jusqu'au 30 juin. C'est demain. C'est le jour J-1. À notre connaissance et selon les informations dont nous disposons, l'accord n'est toujours pas prêt. Les négociations se poursuivent dans les hôtels de Vienne. J'ai sous les yeux une photo où sont attablés les principaux négociateurs. Malheureusement, il va falloir passer outre à ce délai qui avait quand même quelques conséquences, notamment, je veux citer l'invitation faite à Netanyahou par Obama, ce qui repousse d'autant, je crois, l'invitation américaine au Premier ministre israélien de se rendre à Washington. C'est également le fait que pendant cette période, les Iraniens vont encore durcir leur position, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas reculé d'un iota, que les autorités religieuses et politiques se font de plus en plus fermes, se font de plus en plus intransigeantes, et que ce n'est pas du temps de gagner, certainement pas, et qu'on sait que le président Obama a pour objectif ultime la conclusion d'un accord, j'ajouterais quel qu'il soit, pourvu que ce soit un accord, ça augure mal, évidemment, du résultat final de ces négociations. Alors, d'aucuns à présent s'accordent pour dire que on peut prolonger de 3 à 6 mois, ce n'est pas dramatique. C'est le cas de Denis Ross qui a dit que c'est encore raisonnable d'accorder un délai de 3 à 6 mois. Je crois que de ce point de vue, c'est encore reculé pour mieux sauter et que les Iraniens vont finir par obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire ne pas démanteler leur stock, ne pas démanteler leur centrifugeuse, continuer à refuser toute inspection sur les sites sensibles militaires, et que l'agence de Vienne ne pourra toujours pas accéder pour les inspections aux endroits sensibles. Donc cet accord finalement me semble véritablement un bout de papier. Encore, il n'est même pas rédigé, qui n'apporte aucune garantie aux pays comme Israël et à l'ensemble du monde, parce que la menace nucléaire, avec les missiles balistiques dont dispose l'Iran, concerne l'ensemble du monde. Tout à fait. On est à la veille de la date théorique prévue pour la signature de cet accord entre les 5+1 et l'Iran. Mais on en est aujourd'hui aussi éloigné qu'on l'était il y a quelques semaines, sinon quelques mois ou même quelques années. Ça veut dire les points de désaccord sur des problèmes essentiels demeurent. Je prendrai le point le plus important. Pour assurer la validité de cet accord, c'est les inspections. Inspection partout et à n'importe quel moment, ce à quoi l'Iran a opposé un refus net et catégorique. Et il y a également un problème lié à la production de tout l'historique des recherches faites sur le plan militaire, les possibles développements militaires du programme nucléaire par l'Iran, à partir desquels les 5+1 pourraient envisager de voir à quel stade se trouve l'Iran dans son développement
de son programme nucléaire à des fins militaires. On n'est absolument nulle part sur les problèmes essentiels. Également sur les levées des sanctions, où le Khamenei, qui a la haute main en Iran sur ce dossier, a déclaré il y a quelques jours de cela seulement, très officiellement, qu'il n'était pas question pour les Iraniens de signer un quelconque accord qui ne prévoirait pas la levée immédiate de toutes les sanctions, alors que de leur côté, les 5+1 envisagent ou envisageraient ou s'accorderaient sur une levée progressive des sanctions à mesure qu'ils ont la preuve que l'Iran respecte bien sa signature. On voit bien que sur les problèmes, les points essentiels qui font de cet accord un accord passable plutôt qu'un accord désastreux, il n'y a pas d'accord du tout. On est d'accord sur absolument rien, à telle enseigne que déjà le 2 avril, lorsque on avait prétendument signé un accord cadre, cet accord cadre n'avait pas du tout été signé. Chacun, les Iraniens d'un côté et les Américains de l'autre, avaient produit à des fins médiatiques leurs fact-sheets personnels qui ne concordaient en rien l'une avec l'autre. C'était des énoncés de lignes rouges pour l'Iran, des énoncés de lignes rouges pour les États-Unis, mais on n'avait rien signé du tout. Donc, on est à la veille d'un jour où il n'y aura vraisemblablement rien qui sera produit, et pourtant on continue de nous dire que on va signer vraisemblablement. Et il est probable qu'on signera quelque chose, tant la volonté des Américains est de signer un accord quel qu'il soit, quel que soit le prix à payer, tant il semble pour le président américain essentiel de pouvoir brandir un accord, quel que soit son contenu. On n'est pas d'accord non plus entre les 5+1 et l'Iran sur la clause du sunset, c'est-à-dire la clause pendant laquelle le programme iranien serait gelé et au terme duquel les Iraniens pourraient reprendre leurs recherches tous azimuts. On n'est pas d'accord non plus parce que Khamenei a déclaré qu'il n'était pas question de prévoir une telle clause. Donc on voit bien qu'on est absolument d'accord sur rien. C'est peut-être le seul point d'accord. Mais il y a aussi une chose, c'est que donc Denis Ross préconise de proroger ces négociations encore de 3 mois ou de 6 mois, compte tenu du fait qu'il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord, je dirais que ce serait un pis-aller acceptable. Tout plutôt que d'apposer sa signature sur quelque chose qui ne garantit absolument pas la sécurité des États-Unis, pas la sécurité de l'Occident, de la communauté internationale en général et de Israël singulièrement. Il y a aussi un autre problème, c'est que si on signe dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, on va se rapprocher du moment où le Congrès des États-Unis se mettra en congé. Or, on sait que la résolution Cork-Menendez au Congrès des États-Unis oblige l'administration américaine à produire l'accord qui sortirait de ces négociations, si tant est qu'il y a accord, à l'approbation du Congrès. Et que le Congrès dispose de 30 jours pour en débattre. Ensuite, le président a 12 jours pour opposer son veto à un refus du Congrès de valider l'accord qui lui serait présenté. Et puis, après cet accord, ce veto prévisible du président à un désaccord du Congrès, eh bien, le Congrès aurait à son tour 10 jours supplémentaires pour essayer d'invalider le veto du président. Ça nous fait donc 52 jours en plus de la date à laquelle cet accord sera prévu. Il faut voir à quelle date il serait prévu. Rien ne laisse penser qu'on est proche, sauf la volonté montrée par les Américains d'arriver à un accord, quel qu'en soit le prix, je le répète. Et c'est bien là le problème. Oui, j'ajouterai encore un élément, c'était les stocks d'uranium enrichi qui, selon une évaluation de l'agence de Vienne, sont au niveau de 8700 kilos à ce jour, et alors qu'il devrait être réduit à 300 kilos. Ce n'est pas une mince tâche que de réduire ce stock, et d'un autre côté, l'Iran refuse d'expédier cet uranium enrichi dans un pays comme l'Union soviétique, comme la Russie, qui avait fait cette proposition. Donc, si on considère l'ensemble du dossier, ce sont des blocages qui se
combine, qui se conjugue avec d'autres blocages, une situation carrément inextricable. Enfin, toute autre administration que celle en place à Washington, tout autre président que le président Obama, aurait déjà trouvé, mais pratiquement tous les jours, un prétexte pour claquer la porte et dire c'est inutile de discuter, c'est inutile de tendre la main, parce que chaque fois que nous tendons la main, l'intransigeance de Téhéran augmente. Alors que celui qui détenait le couteau par le manche, c'était bien la communauté internationale il y a quelques mois de cela seulement, lorsqu'il y avait ces sanctions qui pesaient très très lourdement, qui pénalisaient très lourdement l'économie iranienne. Il aurait fallu, pour la mettre à genoux, augmenter la pression, augmenter ces sanctions plutôt que de tendre la main pour qu'on puisse envisager véritablement une capitulation du régime iranien sur le dossier du nucléaire. C'est le contraire, exactement le contraire qu'on a fait, ce qui montre cette ambition que semble avoir l'administration américaine, non pas de priver l'Iran d'être un État du seuil, mais de lui permettre de le devenir. Et ce qu'il fallait prévenir avant tout, c'était une action israélienne qui aurait, sur le plan militaire, privé l'Iran de cette capacité. Donc, on se perd en conjecture sur les intentions cachées ou inavouables de cette administration américaine qui semble désirer un accord qui contrevient à ses intérêts sécuritaires les plus évidents et qui laisse penser qu'en réalité, ce que cette administration a à l'esprit, c'est une refonte complète de ses alliances en faveur de l'Iran et en défaveur des puissances sunnites avec lesquelles les États-Unis entretenaient jusqu'à présent des relations privilégiées, et surtout Israël. Donc, c'est tout cela qui est en jeu, et cette question est d'autant plus pertinente, cette interrogation est d'autant plus opportune qu'il y a de cela 8 jours, et nous en parlions dans notre numéro précédent de Chercher l'erreur, le département d'État avait publié un rapport sur le terrorisme en 2014 qui concluait que dans toute l'année écoulée, l'année dernière, l'Iran continuait d'être l'État qui sponsorisait le plus le terrorisme dans le monde. Et donc, on se trouve devant cette situation absurde où je ne m'occupe que de la main droite, le nucléaire, mais pas du tout de ce que fait la main gauche iranienne, c'est-à-dire le soutien au terrorisme. Ce qui est absurde. On a la preuve, le département d'État, John Kerry, administre la preuve que l'Iran est le principal sponsor du terrorisme, et on va donner à cet État sponsor du terrorisme les moyens de se sanctuariser. On a un État iranien, un régime iranien qui est déjà intransigeant sans être un État du seuil. On peut imaginer, lorsqu'il le deviendra, à quel point il sera intransigeant et à quel point il sera capable d'émettre ses conditions. Et on pourrait avoir dans la région une Pax iranienne. Donc, c'est ça le problème. Et c'est ça qui interpelle tous les analystes. C'est la question de savoir, mais que cherche à faire l'Amérique ? Quels sont ses plans ? Quel est le but ? Et on a à cette enseigne cette information qui paraît importante, c'est qu'Israël a suspendu les opérations coordonnées de sécurité avec les États-Unis. Dans l'attente de voir la signature de cet accord des 5+1 avec l'Iran, d'abord pour manifester sa mauvaise humeur à l'égard de Washington, et ensuite, et peut-être surtout, lorsque les Israéliens se trouveront face à cet accord signé, qu'ils demandent aux États-Unis une amélioration de leur armement, de manière à maintenir cet avantage qualitatif que Israël a face à tous ses ennemis, en fonction des termes de cet accord qui aura été signé. Isaac, je vous propose de laisser l'Iran pour l'instant, oui. Et de rejoindre la France, douce France, où un attentat atroce s'est produit il y a quelques jours. C'est-à-dire que ce qu'on présente comme un loup solitaire, personnellement je ne crois jamais à la théorie du loup solitaire, après avoir décapité son patron, qui était le patron d'une entreprise de livraison, avoir accroché la tête de son patron à une grille, après avoir fait un selfie, qu'il a envoyé ensuite à une adresse en Syrie, donc vous voyez que le loup solitaire n'est pas vraiment seul, aurait tenté de faire exploser une usine du type Seveso en heurtant des bonbonnes de gaz. Bien, ce personnage, cet individu, avait déjà été fiché, avait déjà été suivi depuis, je crois, 2002, 2006,
Et tout ce qu'on dit, il était calme, il était un monsieur normal, comme tout le monde. Son épouse, interviewée par téléphone, a dit « Mais nous sommes musulmans, simplement, mais nous sommes normaux. Nous sommes une famille normale. » La normalité a de quoi inquiéter. Et le Premier ministre, Manuel Valls, est intervenu en disant, ce qui a soulevé un tollé au sein de la classe politique, médiatique, journaliste et autres, en disant qu'il s'agissait d'une guerre de religion. Je cite ces termes. De civilisation ? Guerre de civilisation. Guerre de civilisation. Je cite ces termes. Nous ne pouvons pas perdre, je cite, ne pouvons pas perdre cette guerre contre le terrorisme, contre l'islamisme radical, contre le djihadisme, parce qu'au fond, c'est une guerre de civilisation. C'est notre société, notre civilisation, nos valeurs que nous défendons. Je crois qu'il n'a jamais été aussi clair que ça. Même Sarkozy, lorsqu'en janvier, après les attentats de Paris, avait utilisé les mêmes termes de guerre de civilisation, provoquant un tollé énorme dans la gauche française, il n'avait pas été aussi clair et il est encore resté dans un niveau d'ambiguïté inutile. Je crois que les commentaires qui ont surgi immédiatement après cette déclaration, on a dit mais ce n'est pas une guerre de civilisation puisque Daesh n'est pas une civilisation. Effectivement, il n'y a pas de culture, c'est pas une civilisation, c'est une lutte contre toutes les civilisations. Et le seul projet de Daesh, c'est de purifier l'islam, d'aboutir à une race pure. C'est un projet très proche du nazisme. N'est-ce pas, obtenir la race pure, la religion pure, éliminer tous ceux qui ne sont pas dans son sillage. Alors, cet attentat a coïncidé plus ou moins avec l'attentat en Tunisie, à Sousse, dans un grand hôtel de Sousse, où pas moins de 39 personnes ont perdu la vie. Dont 30 Britanniques, donc 30 touristes britanniques. Cet attentat de Sousse met un coup mortel à l'industrie du tourisme tunisien, qui est la majeure source de rentrée des devises en Tunisie. Ça a coïncidé également avec au Koweït. C'était véritablement un vendredi sombre, un vendredi noir, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut examiner maintenant de façon sérieuse et ne plus se contenter de prendre acte des choses en disant mais c'était un déséquilibré. On a commencé déjà aujourd'hui à dire mais voilà, il s'entendait pas avec son patron, il s'entendait pas avec sa femme. On présente ça comme l'acte d'un déséquilibré, d'un faible d'esprit, d'un malade. Et je crois que il y a une formule que j'ai bien aimée, c'est celle de François Bayrou, qui a dit que c'est une guerre de la barbarie contre la civilisation. Et il y a peu d'hommes politiques en France qui ont ce courage politique de dire les choses comme les a dites le Premier ministre Manuel Valls. Et il nous avait déjà surpris par ce courage politique lorsqu'il avait dit de l'antisionisme que c'était la nouvelle forme de l'antisémitisme. Aujourd'hui, il va plus loin encore et il déclare que nous sommes en plein dans une guerre de civilisation. C'est quelque chose qui était absolument impensable il y a quelques années ou quelques mois encore de cela. Donc, enfin, les langues se délient au plus haut niveau de l'État, enfin pas au plus haut niveau de l'État, en tout cas au chef de gouvernement. C'est déjà pas mal qu'on prenne conscience dans quel scénario, dans quelle pièce nous sommes contraints de jouer. Nous sommes en effet contraints de jouer une pièce qui s'appelle guerre de civilisation, de la barbarie lancée contre la civilisation et les valeurs occidentales. On peut les approuver, pas les approuver, les discuter à l'infini, mais il s'agit bien d'une guerre de civilisation, en effet. On se rappellera que ça fait 20 ans qu'on discute de ce constat que dressait déjà Samuel Huntington à la fin des années 90, lorsqu'il disait « Nous sommes dans un conflit de civilisation qui pointait déjà son museau ». Tout le monde disait « Non, c'est absolument pas vrai ». Enfin, aujourd'hui, les yeux se dessillent et les oreilles se débouchent chez certains.
pas assez nombreux, on le voit, puisque ces commentaires qui dénoncent les propos du Premier ministre nous montrent qu'ils sont trop nombreux encore en Europe, ceux qui préfèrent avoir raison avec les islamo-fascistes que raison avec les réalistes. C'est la vieille querelle en France en particulier qui opposait les sartriens à Raymond Aron, où on préférait avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. C'est un peu la même chose ici. On a vraiment du mal à prendre la mesure du danger qui pèse sur nos sociétés. Effectivement, la France a été secouée de sa léthargie, contrainte de sortir de son hibernation en janvier déjà, maintenant une piqûre de rappel, où on a pour la première fois sur le territoire français, pas en Europe parce que c'était déjà arrivé en Grande-Bretagne avec ce soldat Rigby, on a décapité un citoyen. On a exposé, on a fiché sa tête sur une grille d'enceinte. C'est quand même ahurissant, cette irruption de la barbarie dans le quotidien de notre société, de notre espace de vie. Donc cette irruption de la barbarie devrait servir de rappel, de réveil, et enfin de pouvoir verbaliser dans quelle situation nous nous trouvons, face à quoi on se trouve. On ne peut plus servir cette espèce de fable, vous le disiez tout à l'heure, de loup solitaire, de psychopathe, de dégénérés mentaux, de fous furieux. Il y a une guerre qui est déclarée, elle est déclarée à tout l'Occident, mais pas seulement. Cette guerre blesse avant toute chose, elle blesse des musulmans. Vous le rappeliez avec la Tunisie, qui, là, on s'en est pris à des touristes occidentaux, mais pour l'essentiel, la guerre qui existe aujourd'hui, elle est menée par des musulmans contre des musulmans. Même pas par des chiites contre des sunnites ou des sunnites contre des chiites, mais on constate que plus que 90% des morts de cette guerre de religion inter-musulmane, elle blesse des musulmans. Elle blesse des musulmans sunnites. Et il y a encore des gens qui sont capables de nous servir la complainte de l'Occident responsable de tous ces maux, parce qu'il incarne le mal. Donc il faut sortir de cela. Il y a une guerre de civilisation qui est menée, et une fois qu'on a enfin verbalisé la menace, on a peut-être une chance d'avoir peut-être une chance de trouver les bons moyens de la combattre, cette menace. Donc saluons ce qui a été déclaré par Manuel Valls, mais espérons surtout que ce sera suivi par des moyens à la hauteur du du danger. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce qui s'est passé à Saint-Quentin-Fallavier, à Sousse, où là, la responsabilité du personnel politique est engagée aussi. Parce qu'il y a 3 mois de cela seulement, il y a eu cet attentat au musée du Bardo, à Tunis, qui avait déjà ôté la vie à 22 ou 25 personnes. Mais très rapidement, trop rapidement, et de façon extrêmement coupable, les autorités politiques ont considéré que la Tunisie est une destination sûre. Et donc, on a permis aux voyagistes d'offrir des conditions à des prix tellement intéressants, mais oui, tellement attractifs qu'ils ont été des milliers à se rendre là, mais un peu dans un piège. On leur a fait croire à ces touristes que la Tunisie, désormais, c'est sûr, que leur sécurité n'était pas questionnée. C'est tout le contraire. Donc il y va aussi de la responsabilité des autorités politiques, de ne pas prendre leur désir pour des réalités. La Tunisie est un endroit dangereux, est un endroit extrêmement fragile. Il faut savoir que la Tunisie offre le plus grand contingent de ses citoyens qui vont se battre en Syrie et en Irak pour le compte de l'État islamique, on le sait peu, plus nombreux même que les Saoudiens qui y vont, plus nombreux que les Algériens, plus nombreux que les Marocains, plus nombreux que les Français. Ceux qui envoient le contingent le plus nombreux, c'est 3000 personnes, 3000 citoyens tunisiens, ce qui montre que la Tunisie est une destination fragile. On a voulu se planter la tête dans le sable et on a voulu, quelques semaines après l'attentat du Bardo, assurer tous les vacanciers, tous les touristes, allez-y en Tunisie. Leur responsabilité, la responsabilité des politiciens est engagée sur ce plan-là. Oui, je crois que je vais rajouter encore une déclaration de Manuel Valls qui a précisé encore de dire que la bataille se situe au sein de l'islam. Oui. Entre d'un côté, je cite, un islam aux valeurs humanistes universelles et de l'autre un islamisme obscurantiste et totalitaire. Donc je crois que ça le mérite de la clarté.
d'éviter les amalgames et d'éviter de pointer du doigt la population musulmane modérée qui vit normalement dans une société occidentale et qui se plie à ses règles. Oui, mais il faut aussi que cette large majorité de musulmans modérés qui sont citoyens de nos pays comme nous le sommes, eh bien, nous rassure. Nous rassure que, en effet, ceux qui commettent ces exactions, ceux qui commettent ces abjections, ne sont qu'une minorité, qu'ils ne parlent pas pour eux. Qu'ils se positionnent. Qu'ils se positionnent, et qu'ils se positionnent de façon audible, et en masse surtout. Ça n'est pas à nous à dire pas d'amalgame. On n'arrête pas de dire pas d'amalgame comme des perroquets. Mais il faut qu'on entende, issus de la communauté musulmane, eh bien, et en masse, un cri de cœur qui dise ça n'est pas notre islam. Nous récusons cette caricature de l'islam, qu'ils descendent en masse pour le dire, pour se rassurer et pour nous rassurer et pour rassurer tout le monde, de manière à ce qu'ils affirment ce contrat social avec le reste de la communauté nationale. Et cela, ils ont été un peu exonérés de ce devoir, assurer qu'on parlait pour eux. Et qu'ils n'avaient dès lors plus besoin de dire ce que nous disions à leur place. Il est temps que les musulmans modérés parlent pour eux et rassurent le reste de la communauté nationale que ces terroristes, que ces barbares, eh bien, ne les représentent pas, que ça n'est pas leur islam, mais qu'ils le disent en masse, pas quelques intellectuels qui risquent leur vie en le disant, mais l'islam populaire, l'islam des rues, qu'ils descendent dans la rue en masse et disent non, pas en notre nom, ça n'est pas ça, ce sont des voyous, ce sont des barbares. Et ça, on ne l'entend pas. Et donc, il y a un appel qui doit être fait, et ils doivent répondre impérativement à cet appel pour se rassurer et pour rassurer tout le monde. Il est 17h30 dans 5 secondes, donc on se retrouve dans une minute exactement. Quand vous êtes à l'écoute de Radio Judaïka, voici les titres de l'actualité qui seront développés dans le journal de 18h. Selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Israël envisagerait de quitter le Conseil des droits de l'homme. À un moment ou à un autre, ils vont aboutir à un accord. Ce sont les mots de Moshe Ya'alon, ministre israélien de la Défense, concernant les négociations sur le nucléaire iranien. Nous ferons le point sur ces deux premiers sujets en début de journal avec notre analyste politique, Isaac Franco. Le procureur général égyptien Hicham Barakat a succombé à ses blessures ce lundi, après avoir été la cible d'un attentat à la bombe au Caire. Qui est réellement Seyfeddin Rezghi? Yannick Farkas dressera le portrait de l'auteur présumé de l'attentat de Sousse qui a fait 38 morts vendredi dernier. On fera également le point sur les derniers sondages concernant le vote des Grecs sur leur avenir dans la zone euro. Et enfin, on fera un tour d'horizon ou de gazon avec les résultats des Belges au premier tour de Wimbledon. Voilà pour les titres de l'actualité. Il est 17h passées de 31 minutes. Je vous retrouve à 18h pour le journal et je vous laisse en compagnie d'Isaac Franco et de Gérard Grosjean pour chercher l'erreur. Cherchez l'erreur. De 17 à 18h, Isaac Franco, Gérard Grosjean. Bien, Isaac, je crois que je peux vous inviter à faire un tour en Méditerranée pour surveiller une flottille qui autoproclamait flottille de la paix. De la liberté. C'est cela, autoproclamé, et qui entendait, je dirais, violer le blocus légitime international qui protège la bande de Gaza de toute incursion qui l'aurait permis au Hamas de se ravitailler, notamment en armes. Et ce blocus est établi conjointement par l'Égypte et par Israël. Et on oublie de le dire très souvent. On fait l'impasse sur l'Égypte. D'ailleurs, la plus grande protection de la frontière avec l'Égypte s'est faite de façon, je
j'irais, importante, avec une espèce de sas de sécurité dans lequel plus de 2000 maisons ont été abattues. Avec la création de courants de fleuves qui aboutit à noyer certains des tunnels qui sont construits en permanence par le Hamas. Bien. Ben voilà, cette flottille de la liberté, cette flottille pacifique, voulait absolument se confronter à ce blocus. On se rappelle que de l'aventure du Mavi Marmara, qui avait été organisée par les Turcs, et à l'issue duquel 9 terroristes turcs avaient été tués dans les combats avec la marine israélienne qui avait arraisonné le bateau. Là, l'objectif semble être beaucoup plus pacifique. Je m'arrêterai un instant sur la personnalité des citoyens qui étaient à bord des passagers du navire, parmi lesquels on pouvait noter notamment l'ancien président tunisien, Marzouki. On pouvait noter également un député arabe de la Knesset, un arabe chrétien, M. Gattas, et un certain nombre d'autres personnes, dont un ancien militaire israélien qui avait été déchu et qui voulait retourner à Gaza. Bon, hier soir, cette nuit, la marine israélienne a intercepté le bateau. L'interception s'est faite sans violence et les membres ont été détournés, les bateaux ont été détournés sur le port de Ashdod. Alors, le Premier ministre Netanyahou était satisfait de la façon dont s'était déroulé cet arraisonnement. Il avait qualifié cette flottille d'une manifestation d'hypocrisie et de mensonge, je cite ces termes, qui ne fait qu'aider l'organisation terroriste du Hamas et ignore toutes les horreurs dans notre région. Et là où je dirais que l'humour a été le bienvenu, c'est-à-dire qu'il a fait distribuer une lettre à tous les passagers. Et je ne résiste pas au plaisir de vous la lire. Alors, cette lettre commence par « Bienvenue en Israël. Vous semblez être perdu. Peut-être que vous vouliez naviguer vers un lieu non loin d'ici, la Syrie, où l'armée d'Assad massacre son peuple quotidiennement et est soutenue par le régime iranien meurtrier. Ici en Israël, nous sommes confrontés à une réalité dans laquelle les organisations terroristes comme le Hamas tentent de tuer des civils innocents. Nous défendons nos citoyens contre ces tentatives en conformité avec le droit international. » Et il a rappelé, malgré cela, Israël transporte des marchandises et de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza jusqu'à 800 camions par jour. Dans la dernière année, ils auront permis l'entrée de plus de 1,6 million tonnes de produits, soit une moyenne d'1 tonne par personne dans la bande de Gaza. Par ailleurs, ces fournitures sont l'équivalent de 500 000 bateaux comme celui sur lequel vous êtes arrivé aujourd'hui. Israël apporte une assistance à des centaines de projets humanitaires. Et alors, je coupe. Si vous étiez vraiment préoccupé par les droits humains, vous n'auriez pas pris un bateau pour soutenir un régime terroriste qui exécute sommairement des citoyens dans la bande de Gaza et utilise des enfants comme boucliers humains. Voilà la lettre que chaque passager a reçue à titre de mise en garde. Maintenant, ces gens vont être expulsés rapidement. Simplement, le député israélien est entendu actuellement par la police, de même que le président Marcef Moutsoukli. Voilà. C'est un flop véritablement pathétique que cette tentative, cette troisième tentative, puisque c'était la prétendue flottille de la liberté numéro 3, qui entendait forcer le blocus légal, vous le rappeliez justement, légal au regard du droit international sur la bande de Gaza, puisque l'organisation qui fait régner la loi est une organisation reconnue comme terroriste. Donc il s'agit bien d'un blocus légal, et la tentative de cette flottille numéro 3 était de forcer un blocus en contravention avec le droit international. Donc c'est un flop politique gigantesque. On n'aurait pas pu choisir plus mauvaise période pour essayer de pour coller Israël au pilori, au moment où la Syrie fait ses fêtes ou célèbre ou commémore ses 250 000 morts dans sa guerre civile qui la dévaste depuis maintenant bientôt 5 ans, au moment où l'Europe, et pas seulement l'Europe,
la Tunisie et le Koweït sont frappés durement par des terroristes qui n'ont pas d'autre programme que celui du Hamas, c'est-à-dire la haine de l'Occident, la haine des croisés et la haine des Juifs, et venir à un moment pareil essayer de chatouiller la barbe d'Israël alors que la région entière est soumise au joug de terroristes et de barbares, c'était une entreprise qui était vouée à l'échec, et la communauté internationale, aussi soucieuse, aussi en empathie soit-elle avec la cause palestinienne, aura peu accompagné le désir de ces prétendus activistes de la paix de forcer ce blocus. On pense à Monsef Marzouki, l'ancien président tunisien. Imaginez-vous, son pays vient d'être insulté, injurié par le terrorisme le plus barbare. Le terrorisme le plus barbare vient d'infliger à son propre pays quelque chose dont il aura du mal à se relever sur le plan économique. Et voilà de quoi il se préoccupe, d'aller forcer un blocus légal mis en place par une démocratie contre une organisation terroriste. On voit bien que on marche décidément la tête en bas chez certains, et on constate que si ce bateau Marianne suédois a été justement raisonné par la marine israélienne et dérouté sur Ashdod, les 3 autres bateaux qui devaient se joindre à ce premier bateau ont fait demi-tour, le gouvernail entre les jambes, si j'ose dire, et on n'en parlera plus. Voilà une affaire classée. Voilà une affaire classée. Mais on se pince pour prendre la mesure de ce décalage chez certains par rapport aux défis qui sont lancés à la communauté internationale, à nos sociétés, et d'avoir ça à l'esprit, ça comme priorité, c'est absolument pathétique. Et on se réjouit de ce flop qui, en plus de cela, en milieu de nuit, à 4h du matin, c'était difficile d'envisager que les médias accompagnent cet échec pathétique. Espérons une seule chose, c'est que cette prétendue flottille de la liberté numéro 3 sera la 3e et la dernière. Tout à fait. Bien, Isaac, puisque nous parlons du Hamas, j'en viens maintenant à une ultime tentative de Mahmoud Abbas de constituer un nouveau gouvernement avec un appel au Hamas lui disant qu'il a jusqu'à mardi, jusqu'à demain, pour se joindre au nouveau gouvernement. Alors cet ultimatum a été lancé hier, et d'ores et déjà le Hamas a opposé un non catégorique. Et l'autorité palestinienne exigeait également que le Hamas et les autres organisations terroristes palestiniennes de la bande qu'ils acceptent les 3 principes du quartet en vue de la reconnaissance diplomatique d'un gouvernement palestinien. C'était notamment la reconnaissance d'Israël par un État palestinien sans préjuger des plaintes et requêtes appropriées à la Cour pénale internationale, le respect des accords signés précédemment dans le sillage d'Oslo, et le renoncement à la violence comme moyen d'atteindre les objectifs. Sur ces trois principes, le Hamas a dit non. On se demande ce qu'on peut attendre, parce que à insister de cette façon, c'est véritablement faire preuve d'un acharnement pathologique de la part de Mahmoud Abbas, qui montre bien la vacuité de sa politique, la vacuité de la soi-disant unité palestinienne, et qu'il est temps maintenant d'en prendre acte et d'envisager d'autres solutions que celles qui sont actuellement dans le pipeline. Le Hamas n'a strictement rien à gagner. Il n'a rien à gagner. Le Hamas pèse déjà en Judée-Samarie sans faire partie d'un gouvernement quelconque. Il règne en maître à Gaza. Gaza, c'est un État. Gaza, c'est déjà un État. Il faut cesser de présenter Gaza comme étant une organisation terroriste ou un territoire dirigé par une organisation terroriste. C'est un État, avec des frontières, avec un gouvernement, avec une politique étrangère et avec une population homogène. Donc c'est un véritable État. Un État terroriste, ce que vous voulez, mais c'est un État. Il est constitué en État. Bien, il faut le traiter comme un État, et donc il faudrait que la communauté internationale demande désormais des comptes à l'État palestinien qui est déjà constitué. Il est à Gaza, et effectivement, cette impossibilité de voir ces 2 factions se réconcilier hier, aujourd'hui et demain, montre que cette unité du peuple palestinien est une chimère, est une
des impostures véhiculées par cette cause palestinienne. Il n'y a pas de peuple unitaire palestinien, il y a des Gazaouis qui sont déjà organisés en État, et il y a des Arabes du Sud dont l'identité palestinienne s'est construite avec la cohabitation forcée avec les Israéliens, et qui s'appellent aujourd'hui Palestiniens. Quand est-ce que les Palestiniens comprendront, se réconcilieront avec le principe de réalité plutôt que de faire droit à des rêves qui n'ont strictement aucune chance d'aboutir? C'est là toute la question. Ceux qui possèdent les clés de l'avenir pour le peuple palestinien sont les dirigeants palestiniens. Le jour où ils troqueront leur chimère pour le principe de réalité et reconnaîtront l'État d'Israël pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'État-nation du peuple juif, des concessions territoriales deviendront enfin possibles. Tout le temps que ce prérequis n'est pas satisfait, il est évident qu'on parle pour ne rien dire. Et la communauté internationale marche dans cette espèce de pièce dont on connaît parfaitement la fin. Il n'y a pas de possibilité à l'heure actuelle, avec les refus palestiniens de renoncer à ce qu'ils appellent le retour des réfugiés, le refus catégorique de reconnaître Israël pour ce qu'il est, il n'y a pas de chance d'aboutir à la dimension territoriale du conflit. Et c'est ce que voulait dire le Premier ministre la veille du scrutin du 17 mars dernier, lorsqu'il disait « Il y a peu de chances de voir l'émergence d'un État palestinien sous ma garde, c'est-à-dire pendant la prochaine mandature ». Mais il semble qu'aujourd'hui, on préfère les rêveurs aux réalistes. Alors, une initiative chypriote est venue apporter, je dirais, peut-être un élément d'espoir. Pourquoi pas? Dire que le président chypriote Nikos Anastasiades envisage d'inviter le Premier ministre israélien, Bibi Netanyahou, à s'exprimer devant les 28 chefs d'État de l'Union européenne avant le prochain sommet de Bruxelles. Il en a fait l'annonce. Le président chypriote, et ce sera sous présidence chypriote, puisque c'est à partir du 1er juillet, c'est Chypre qui va conduire les destinées européennes. Les destinées européennes. Il veut faire la même chose avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à l'occasion d'un autre événement. Il a précisé, je cite, « Je pense qu'il serait normal que vous, » il s'adressait à Netanyahou, et Abbas présente vos positions respectives directement devant les responsables des États membres. Voilà. Bon, c'est une Federica Mogherini a reçu, a donné son assentiment à une telle possibilité, et le président Abdel Fattah al-Sisi, l'Égyptien, est favorable aussi à une telle initiative. Je crois que ce n'est pas cela qui va sans doute débloquer le système, parce que les positions sont connues, et que ceux qui sont pro-palestiniens parmi les États membres de l'Union européenne vont rester pro-palestiniens, et que les rares qui continuent à accorder à Israël l'attention qu'il mérite resteront aussi en aussi peu nombre. C'est pas nécessairement une mauvaise proposition de réunir le président de l'autorité palestinienne et les Israéliens dans une même pièce, ou faire des déclarations. C'est très bien. Tout le temps qu'on discute, on ne se dispute pas, et tout le temps qu'on négocie, on ne fait pas la guerre. C'est évidemment ce que demandent les Israéliens. Enfermez-nous dans une pièce, fermez la porte, jetez la clé, et on n'en sortira on ne frappera à la porte pour en sortir qu'à partir du moment où on aura trouvé un accord. Bien sûr qu'il faut mettre Israéliens et Palestiniens ensemble à négocier. C'est d'ailleurs la seule manière de trouver un accord. Si un accord doit être trouvé, c'est de cette façon-là qu'il sera trouvé, sans les ingérences extérieures. Si l'Union européenne ou qui que ce soit des institutions européennes a encore besoin d'entendre Abbas dire quelles sont ses exigences ou sa manière de résoudre le conflit, et de l'autre côté entendre les Israéliens évoquer leur manière de résoudre le conflit, c'est un dialogue de sourds. C'est un dialogue de sourds parce que chacun va répéter ses positions, et ses positions sont connues de tous. On sait très bien ce que les Israéliens disent, on sait très bien ce que les Palestiniens disent, et avec ces deux discours, on ne peut pas en faire un seul. C'est impossible, parce que les exigences sont inconciliables. Parce que le maximalisme palestinien fait fi du réalisme le plus élémentaire. Donc il n'y a pas de terrain d'entente, il n'y a pas de plus petit dénominateur commun. Alors les réunir, c'est bien pour une photo de famille. C'est bien pour marquer les esprits, c'est bien pour la présidence chypriote.
c'est bien tout cela. Mais est-ce cela le problème? Est-ce cela la priorité? Est-ce cela qui doit agiter les esprits de Stefanidès, du président chypriote, lorsque, pas très très loin de ses côtes, à 200 km de ses côtes, eh bien, il y a une guerre civile qui dévaste un pays, qui a mis sur les routes la moitié de la population syrienne, qui abrite désormais, qui a effacé les frontières entre la Syrie et l'Irak, et où règne désormais en maître, dans le chaos le plus absolu, l'État islamique. Est-ce que c'est ça la priorité du monde ? Est-ce que c'est ça la priorité du monde, de mettre Palestiniens et Israéliens d'accord, alors que les discours qu'ils ont chacun, eh bien, n'ont jamais été aussi éloignés? Il y a d'autres priorités. Il y a d'autres priorités que celle-là. Si l'Europe veut faire entendre sa voix, eh bien qu'elle s'occupe des vrais problèmes. À commencer par les problèmes qui l'agitent elle-même. Parce que lorsqu'on a entendu Fabius la semaine dernière dire « Attention, si on ne résout pas ce problème, il y a une explosion imminente ». Mais une explosion imminente où ? En France. Ça, on l'a vu, en effet. Oui. L'explosion, elle est plus imminente en France et en Europe plus généralement qu'elle ne l'est en Israël. Alors qu'il se rassure, le bon Fabius. C'était la réponse suggérée par Bibi Netanyahou. Absolument, qu'il s'occupe du risque d'explosion en France. C'est là qu'elle menace, surtout. Un autre élément que je voulais vous livrer, c'est la distribution de tracts à Jérusalem, l'État islamique, qui menace les Arabes chrétiens résidant à Jérusalem. Et qu'ils invitent à quitter Jérusalem, à laisser Jérusalem aux Arabes musulmans. Et c'était un tract qui a été distribué à toute la population de Jérusalem. Voilà, donc l'État islamique a déjà pris pied en Cisjordanie, à Gaza. Il a des tentacules qui sont déjà des cellules dormantes qui sont déjà même en Judée et Samarie. Voilà un peu ce qui guette la population qui revendique Al-Quds comme capitale. Mais alors, l'État islamique est déjà présent, effectivement, vous le disiez, à Gaza. Et le Hamas s'en occupe. Parce que le Hamas doit asseoir son pouvoir à Gaza, et ce pouvoir, il est contesté par qui ? Par plus terroristes que lui. Bien. Donc, le Hamas est son propre gendarme, et ce faisant, il est le gendarme également des intérêts israéliens. Mais en Judée-Samarie, qui va s'occuper de l'État islamique une fois qu'Israël n'en assure plus la sécurité ? Qui va le faire ? Les forces de l'autorité palestinienne qui ne tiennent, et le pouvoir de Abbas avec elle, qui ne tiennent que par la présence de Tsahal. Mais est-ce que le monde souhaite vraiment voir la Judée-Samarie devenir un nid de terroristes, une somalisation ou une talibanisation de ce territoire, comme c'est le cas en Libye par exemple ? Quel est le désir de la communauté internationale de voir un accord entre Israël et une autorité palestinienne qui ne représente qu'elle-même, qui ne survit elle-même que grâce à la présence visible de l'armée d'Israël ? Quel est cet intérêt ? Quel est cet intérêt de voir Israël évacuer dans les 18 à 24 mois, selon les termes de la résolution française, de voir Israël évacuer la Judée-Samarie pour permettre au Hamas de bousculer dans un premier temps le Fatah, et ensuite de voir le Hamas contesté dans cette Judée-Samarie qu'il aurait conquise par l'État islamique. Mais qui veut réellement cela ? Et ils pensent qu'avec de telles propositions, ils feront avancer la cause de la paix. Mais ce n'est pas la cause de la paix qu'ils font avancer. Ils sont en train de mettre sur pied tout ce qu'il faut pour qu'une guerre éclate. À dire qu'ils veulent prévenir une explosion, ils sont en train de la favoriser, ils sont en train de mettre en place les conditions pour qu'il y ait une éruption qui dévasterait alors là vraiment toute la région. Voilà, la motivation de ce tract, je lis, parce que les chrétiens ont violé le pacte d'Omar qui avait été établi lorsque les musulmans ont conquis Jérusalem, nous allons dire aux chrétiens et aux non-croyants de partir, sinon ils seront tués à la veille de l'Aïd el-Fitr et ils seront égorgés comme des moutons. Voilà, le message de paix et de tolérance qui a été émis. Oui. Je pense qu'on peut maintenant... Est-ce que vous voulez venir à la Belgique ou Oui, je voulais dire que
Alors, avant de parler du sujet dont nous avions parlé avant l'émission, pour établir notre sommaire, je voulais rebondir sur ce que nous disons, avec une pétition qui s'appelle BACB, Belgian Campaign for an Academic and Cultural Boycott of Israel, menée par des autorités académiques, par des membres, les représentants des académies, des universités en Belgique. Eh bien, figurez-vous qu'il y a plus de 400 personnes qui ont signé cette pétition demandant un boycott académique et culturel de l'État d'Israël, alors que le monde est à feu et à sang. C'est ça qui les agite dans notre beau pays. Il y a des gens qui ont l'esprit suffisamment plat, l'encéphalogramme suffisamment plat pour signer, dans les conditions du monde actuel, une pétition demandant le boycott culturel et académique de qui ? De l'État d'Israël, qui fait exactement, qui est lui armé moralement, là où tous ses signataires ont totalement démissionné et où sont totalement désarmés sur le plan moral. C'est absolument consternant de voir, nous parlions déjà de BACB il y a 3 ou 4 semaines. Ils avaient à ce moment-là réuni 200 ou 220 signatures. Ça a presque doublé. C'est dire à quel point on est dans un principe d'inversion désormais, où on voit le bourreau comme la victime et la victime comme le bourreau. Alors nous abordons peut-être la Belgique sous un angle, je dirais, plus communautaire, oui, puisqu'il s'agit d'une déclaration du président du consistoire israélite de Belgique, le nouveau président qui est Philippe Markiewicz, qui a succédé à Julien Kleiner. Julien Kleiner. Et qui a fait une déclaration qui a suscité pas mal de réactions, puisqu'il a déclaré que ce qui était important, c'était de combattre le terrorisme, puisque le terrorisme est le grand danger d'aujourd'hui, c'est le terrorisme et pas l'antisémitisme. Je dois vous dire que j'étais assis, je suis tombé de mon siège quand j'ai entendu cette déclaration. Et je crois que d'autres ont réagi à peu près de la même façon. Et j'ai sous les yeux un article de Henri Gutmann, le président du CCLJ, qui a évidemment analysé cet article et était véritablement consterné de voir minimiser l'antisémitisme, de relativiser l'antisémitisme au moment où il y a une augmentation de ce phénomène. Et je vais faire une mauvaise phrase, phénoménale. Et voilà. Donc la résurgence de l'antisémitisme est un fait qui est tout à fait indéniable. En témoigne notamment la tuerie antisémite du musée juif. Et je crois qu'il faut bien expliquer à M. Markiewicz que c'est le terrorisme qui est la conséquence de l'antisémitisme. Dans un convoi, il y a une locomotive et il y a des wagons. Et là, dans ce cas-là, c'est l'antisémitisme qui est le foyer, qui est la cause du terrorisme, principalement, notamment du terrorisme d'origine islamique, qui prennent pour victimes principalement les juifs. Alors voilà, je pense que cette déclaration me paraît irresponsable et il faudrait peut-être que certains d'entre nous puissent réagir pour éviter de donner une fausse impression, parce que ces fausses impressions conduisent souvent à des malentendus, et les malentendus à des quiproquos. Alors c'est une déclaration surréaliste, véritablement surréaliste, irresponsable, vous le disiez aussi. En Belgique. Mais surtout dangereuse. C'est une déclaration terriblement dangereuse. Parce que dire de l'antisémitisme qu'il n'est pas une menace, c'est quelque chose qui est absolument déconnecté de la réalité. Alors il faudrait peut-être inviter le président du consistoire à s'occuper de ce pourquoi il a été élu, c'est-à-dire des choses cultuelles, de tout ce qui relève du cultuel, et de laisser la gestion des affaires politiques de la communauté juive aux instances qui existent pour cela, c'est-à-dire le CCOJB, et plutôt que de s'en prendre à ceux qui dénoncent la résurgence de l'antisémitisme, comme la LBCA, qu'il nomme nommément, explicitement dans cet article, il ferait bien de contribuer
à mobiliser la société tout entière contre cette menace plutôt que de pénaliser cette mobilisation, ce qu'il a fait dans ses déclarations absolument surréalistes, incompréhensibles, irresponsables, dangereuses, nuisibles. Et donc, on invite Philippe Markievicz à s'occuper de ce de quoi il a la charge. Voilà. Alors, on peut peut-être en quelques minutes, avant de nous quitter, parler de la loi anti-BDS aux États-Unis, qui est, j'irais, une victoire quand même contre cette infamie qu'est le mouvement BDS. Oui. Et les États-Unis ont adopté un texte qui justement va combattre. Parce que c'est une loi anti-BDS. Loi anti-BDS voilà. Qui a été votée par le Sénat et qui est à analyser ou à mettre en perspective avec le traité de libre-échange qui se négocie pour l'instant entre les États-Unis d'une part et l'Union européenne. Eh bien, le message de cette résolution qui a été votée par le Sénat, c'est de dire il ne peut pas y avoir de traité de libre-échange avec tout celui qui boycotte directement ou indirectement Israël. Donc le message est lancé aux Européens ou à ceux des Européens qui seraient tentés d'acquiescer à un boycott direct ou indirect de l'État d'Israël. Les États-Unis ont convoyé très nettement le message. Vous voulez avoir un traité de libre-échange avec les États-Unis, eh bien il faudra en passer par cette condition. Vous ne pouvez pas boycotter l'État d'Israël. Voilà, on en revient à la définition ancienne du boycott, c'est illégal. Absolument. Le boycott, c'est illégal. Tout à fait. Voilà. Bien écoutez Isaac, je crois qu'on va pas tarder à se séparer, oui. Malheureusement, pour la période des vacances. Je crois que l'émission va être rediffusée en différé, selon quelques diffusions qui vont être faites dans notre stock d'émissions qui sont en bibliothèque. Et nous reprendrons évidemment à la rentrée notre cycle de Chercheurs-Erreurs. Voilà, j'espère que vous allez passer de bonnes vacances tous et bonnes vacances à tous. Nous espérons vous retrouver en bonne santé, en pleine forme à la rentrée. Début septembre. Au revoir. Début septembre. Voilà. Au revoir et bonsoir.